Bonjour, bienvenue à notre troisième journée, troisième et dernière journée de cette école d'automne. Ce matin, on va avoir une présentation de professeur Anand Dagdogi c'est une introduction évidemment à la modélisation techno-économique des systèmes énergétiques. Je vais introduire professeur Anand, mais professeur Lacour, c'est lui qui jouera le rôle de modérateur par la suite. Donc, euh, Anand Dagdougui est professeur agrégé au département de mathématiques et de génie industriel de l'École polytechnique de Montréal. Elle est titulaire d'une alliance de recherche industrielle avec Hydro-Québec MITAX en optimisation du réseau énergétique du futur. Elle est membre régulier du GERAD, un groupe de recherche en analyse de la décision, du MILA, qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle, et le centre de recherche, le réseau d'énergie intelligent du Québec. Avant de se joindre à Polytechnique Montréal en 2017, elle a été assistante de recherche au département d'informatique, bioingénierie, robotique et génie des systèmes de la Faculté des sciences de Gênes, puis chercheur institutionnel au département de génie électrique de l'École technologique supérieure à Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur les algorithmes, l'application de la recherche opérationnelle et l'intelligence artificielle. Elle s'intéresse particulièrement aux applications des techniques d'optimisation et d'apprentissage automatique, aux problèmes des réseaux intelligents, des micro-réseaux, des bâtiments et des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Ses intérêts de recherche incluent également la modélisation techno-économique et la planification opérationnelle des systèmes basés sur les énergies renouvelables, la réponse à la demande et le transport électrique. Elle est l'auteur et co-auteur de plusieurs livres, chapitres de livres et de plus de 70 articles dans des revues et conférences internationales réputées. Donc, professeur Dagdogi, c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Puis, je rappelle encore une fois que vous le faites de manière bénévole. C'est vraiment apprécié par la communauté haïtienne. Je vous Ça laisse la fait parole. vraiment plaisir. Oui, ça fait vraiment plaisir, Hussein, et merci aussi de m'avoir invité. Ça fait plaisir de collaborer, de partager aussi quelques éléments de mon cours et de ma recherche avec vous. C'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur la modélisation techno-économique des systèmes énergétiques. Juste pour vous dire, c'est une partie, c'est une introduction à mon cours que je donne à Polytechnique qui s'intitule Modélisation techno-économique des systèmes énergétiques. Ça introduit généralement ce cours, il est divisé en deux parties. Donc, la première, c'est en ce qui concerne l'optimisation, les différentes techniques d'optimisation. Et la deuxième partie, c'est plutôt l'application de l'optimisation à différents types de systèmes énergétiques, tels que les bâtiments, les réseaux électriques et aussi le transport électrique. Pour aujourd'hui, je prévois vous faire, j'espère avoir le temps pour vous faire deux parties. La première, introduction. Et la deuxième, on va voir aussi la modélisation d'un exemple d'un système énergétique qui est la maison intelligente. Donc, je vais vous montrer un peu mathématiquement comment on fait la résolution. Si j'ai le temps, je vais partager avec vous également la résolution de cette modélisation à travers le logiciel, le solver Excel, qui est un logiciel un peu d'optimisation pour les débutants. Donc, je ne sais pas si vous avez fait déjà des cours d'optimisation ou pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions. Peut-être on peut garder les questions vers la fin. Voilà, pour le plan, pour la première partie, c'est l'introduction. Donc, on va voir l'introduction générale. Qu'est-ce qui a motivé pour l'apparition de la modélisation énergétique? C'est quoi un système énergétique? Quels sont les types de systèmes énergétiques? Comment les classifier aussi? Quels sont les outils qui existent pour la modélisation des systèmes énergétiques? Et finalement, quels sont les grands défis pour cette modélisation des systèmes énergétiques? Donc, Peut-être avant d'aborder la modélisation, je partagerai avec vous quelques éléments qui ont contribué à l'apparition de la modélisation du système énergétique. C'est clair, comme vous le savez, les changements climatiques au monde étaient un des premiers motivateurs pour l'apparition de la modélisation. Comme vous le savez, les prédictions climatiques sont vraiment alarmistes. Il y a une augmentation de la température de la planète. Donc, les dernières statistiques pour 2022, ça affichait une augmentation de 1,15 degrés Celsius par rapport à l'époque pré-industrielle, donc à l'époque où on n'avait pas d'industrie. Aussi, les émissions de gaz du CO2 ont atteint 36,8 gigatonnes en 2022. Vous pouvez comprendre, c'est un niveau qui est plus ou moins similaire en 2018, malgré une croissance économique, qui était bien sûr, après la pandémie, il y a pas mal de consommation de consommation et d'industrie qui ont repris et qui a fait en sorte d'augmenter les émissions CO2. En plus des changements de pas mal de façons de produire l'énergie.
Bien sûr, comme vous savez, l'engagement des États le plus important, c'est l'accord de Paris. Donc, l'accord de Paris était un premier accord universel sur le climat, sur le réchauffement climatique, qui a prévu, bien sûr, de contenir dans un horizon de 2100 le réchauffement climatique bien au-dessus de 2 degrés. Donc, on cherche à atteindre une réduction de 2 degrés d'ici l'horizon 2100. Bien sûr, il y avait beaucoup de simulations, beaucoup de prévisions, selon si on fait, on atteint les cibles, sinon le fait qu'on va pas les atteindre. Comme vous pouvez voir ici, la courbe à droite, ça vous montre un peu les différents projets pour atteindre une émission soit de 1 à 1,5 degrés jusqu'à une atteinte de plus de 4 degrés. Donc, vous pouvez voir qu'en suivant l'accord de Paris, on est capable d'atteindre, mais sinon, bien sûr, si on fait rien, bien sûr, les probabilités d'atteindre une température qui dépasse les 4 degrés est vraiment significative. Donc, donc ici, bien sûr, l'accord de Paris, c'est clair qui était le premier accord sur le climat, puis l'accord de Paris, c'était en 2015, où la communauté vraiment internationale s'est fixé l'idée de voilà, il faut faire quelque chose. Donc, bien sûr, cette politique, malgré qu'elle était intéressante, malgré qu'elle était pertinente pour pas mal de pays, mais d'un point de vue du droit international, cet accord n'est pas vraiment contraignant parce qu'il ne prévoit pas de sanctions pour les pays qui vont pas vraiment suivre cet accord. Donc, ce qui fait que pas mal de pays n'ont pas signé et ce qui fait en sorte qu'ils continuent à consommer et continuent aussi à émettre des émissions de CO2. Donc, je vous ai fait un peu un récapitulatif aussi des quelques événements et quelques actions en relation avec l'environnement à un niveau mondial qui ont fait en sorte d'apparaître un peu, de faire apparaître la modélisation des systèmes énergétiques. Ces événements peuvent être reliés à la science, dans des découvertes scientifiques, sont en relation avec les Nations Unies, sont en relation parfois avec les organisations non gouvernementales, avec les politiques, soit à niveau national, régional, interrégional, au sommet de la Terre et bien sûr aux conférences des parties, ce qu'on appelle des COP. Donc ici, vous pouvez voir, je ne vais pas entrer en détail, ça prendrait beaucoup de temps, mais je vous ai mis ça, bien sûr, je partagerai avec vous la présentation après, vous irez aller plus en détail. Donc ici, vous pouvez voir, ça commence en 1820, et on peut voir les déroulements en 1970, la création de Greenpeace, par exemple, la création de Friends of Earth. Donc il y avait vraiment beaucoup d'événements qui ont vraiment mis l'accent sur les systèmes énergétiques et sur le besoin de modéliser ces systèmes énergétiques. Donc, je me suis arrêtée en 2016, mais bien sûr, vous pouvez voir qu'il y avait pas mal d'événements qui ont bien sûr rendu la modélisation vraiment un axe de recherche vraiment très, très important. Voilà. Donc, bien sûr, si on parle un peu au niveau, vous donnez un peu l'accent, vous donnez un peu quelques éléments pour au niveau canadien. Donc, à l'échelle du Canada, en termes de l'accord de Paris, le Canada également s'est engagé à réduire les émissions de GES environ de 30%, même si ça a été révisé en 2019 de 40 à 45% d'ici 2030. Bien sûr, en relation avec les niveaux de 2005. Donc, si on compare le 2005 avec le niveau 2030. Donc, en chiffres, les secteurs économiques du Canada devraient réduire leurs émissions d'ici à l'horizon 2030, entre 40 et 45%. On devrait également assurer la carboneutralité, donc 100%, pas d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à l'horizon 2050. C'est très ambitieux, mais c'est ça l'horizon qu'ils ont fixé, les gouvernements. Et également une diminution de 40% par rapport à 2005 pour toutes les opérations de l'État. Donc, ce qui va montrer un peu l'exemplarité de l'État, soit dans les opérations, soit dans ses bâtiments, soit dans les moyens de transport également, qui devraient être, bien sûr, des moyens qui n'émettent pas des émissions de gaz à effet de serre. Il y avait également la tarification de carbone aussi qui a été développée c'est comme une taxe de carbone, une taxe fédérale sur les émissions provenant des combustions, de la combustion de carburant. Bien sûr, cette tarification vise surtout les installations industrielles qui vont avoir une haute, un niveau très élevé des émissions de gaz à effet de serre, qui dépassent parfois les 50 000 tonnes de CO2. Et également, ils ont mis l'accent sur la production renouvelable, soit par diversifier le mix énergétique qui est associé à différentes provinces et pour atteindre, bien sûr, un 100% d'énergie propre dans les bâtiments publics. Donc, c'est clair que c'est très ambitieux ces objectifs et il y aura des choses encore plus difficiles parce qu'au Canada, chaque province, elle a son propre mix énergétique. Si on parle par exemple de la province du Québec, elle a plus que 90% qui viennent de l'hydro. Donc, c'est presque renouvelable. La même chose pour la Colombie-Britannique aussi.
Donc, ils ont vraiment l'atteinte de ces cibles au niveau provincial. Parfois, ça paraît plus facile pour des provinces que d'autres. Donc, ici au Québec, le défi, c'est surtout lié au transport. C'est aussi lié au transport, bien sûr, des marchandises, le transport également léger, avec les émissions de gaz à effet de serre. Et on a également beaucoup une politique très importante par rapport à l'introduction des véhicules électriques et du transport électrique de façon générale, soit par le déploiement des bornes de recharge, soit par la motivation ou les subventions qui sont données généralement aux consommateurs pour qu'ils changent, qu'ils convertissent un peu leur véhicule conventionnel en un véhicule électrique. Donc, le contexte est un peu difficile, peut-être par rapport à Haïti, où on a plus une diversité par rapport aux décisions. Et chaque province, comme j'ai noté, gère ses propres ressources provinciales. Donc, il n'y a pas vraiment... Il faut vraiment trouver un accord entre les provinces pour qu'on puisse collaborer pour atteindre, bien sûr, cette carboneutralité par un horizon 2100. Voilà. Pardon, un horizon 2050. Donc, tous ces éléments ont fait en sorte que la modélisation énergétique est devenue vraiment très, très importante. Et aussi, ce qui a commencé, je crois l'élément qui a fait en sorte que la modélisation énergétique a débuté, c'est généralement la crise du pétrole. Donc, il y avait l'augmentation, rappelez-vous, il y avait l'augmentation, on n'était pas là peut-être, mais il y avait l'augmentation du prix de pétrole qui a également incité les différentes organisations à penser à l'avenir énergétique, à penser aussi aux défis des changements climatiques et à susciter bien sûr un regain d'intérêt pour la modélisation du système énergétique. Et certainement, il y a beaucoup d'opportunités par rapport à la modélisation parce que ça nous permet de se projeter un peu dans l'avenir, de tester des technologies, de tester l'introduction de technologies qui sont non émettrices, de voir aussi les façons de faire, comment ces façons de faire peuvent également contribuer à améliorer, atteindre nos objectifs. Mais il y a également pas mal de défis. Donc, je vous montre ici quelques défis principaux. Donc, le premier défi, c'est bien sûr l'augmentation de la demande. Donc, bien sûr, on sait bien qu'avec la population qui augmente, la demande aussi augmente. Mais plus que ça, la demande devient une demande qui est flexible. Avant, on avait une demande qui est passive. Donc, on avait un réseau qui va produire au niveau des centrales, des centrales de production nucléaire, hydro, gaz, etc. Et il va vraiment envoyer à travers un réseau de transport vers les différents consommateurs. Donc, c'était vraiment passif. Il n'y avait pas vraiment des consommateurs qui étaient capables de produire de l'énergie. Maintenant, avec un réseau qui est plus ou moins actif, qui est bidirectionnel, grâce à l'implémentation des techniques d'information et de communication, on peut avoir un réseau de distribution qui, en plus d'être consommateur, qui peut également être producteur. Soit à travers l'injection, le fait d'avoir des micro-réseaux, un petit réseau électrique qui est capable de générer et de consommer l'énergie localement, soit par rapport aux véhicules électriques, en utilisant un peu les bornes de recharge comme une infrastructure bidirectionnelle où on peut charger entre véhicules et également verser ou injecter de l'énergie dans le réseau pour aider le réseau à écrêter la pointe, par exemple, soit par rapport à des consommateurs qui sont actifs, donc qui sont capables de changer leur comportement pour qu'ils puissent s'adapter aux besoins du réseau. Donc, tous ces changements ont fait en sorte que la modélisation devient de plus en plus difficile. Donc, comment modéliser ces comportements, d'abord, et quand on modélise ces comportements, comment modéliser les technologies qui sont associées. Donc, cette flexibilité de la demande, bien sûr, rajoute un défi additionnel à la modélisation du système énergétique. Aussi, le deuxième point, c'est l'importance de l'électrification. Donc, bien sûr, maintenant, au Canada, surtout, on cherche à électrifier, et partout aussi dans le monde, on cherche à électrifier nos bâtiments, on cherche à électrifier nos moyens de transport. Et bien sûr, cette électrification va rajouter une pression additionnelle sur le réseau électrique. Donc, bien sûr, comment électrifier de la meilleure façon et comment tenir en compte, bien sûr, cette électrification dans l'évolution du réseau électrique du futur. Troisième point, c'est le stockage. Donc, on n'avait pas du stockage avant dans les réseaux classiques. Mais maintenant, avec un système de stockage, on est capable de produire, de stocker pour réutiliser cette énergie plus tard quand l'électricité, quand le prix de l'électricité est plus cher ou quand le réseau, bien sûr, va avoir des problèmes de panne ou d'autres problèmes de congestion, par exemple. Donc, bien sûr, il y aura un nouveau paradigme qui est un paradigme qui est plus distribué, qui va donner l'importance à la génération distribuée au niveau du consommateur et qui va jouer un rôle important pour équilibrer l'offre et équilibrer également la demande du réseau. Donc, il y a un défi qui va être un défi spatial parce que, bien sûr, on doit aller chercher on doit aller chercher de l'information au niveau du bâtiment,
On doit aller chercher de l'information au niveau du quartier, au niveau des villes, pour tenir en compte tous ces modèles-là dans le développement du réseau électrique d'une façon générale. Donc, il y a une granularité temporelle parce qu'on a différentes échelles de temps et il y aura une granularité spatiale parce qu'il y aura différents niveaux de décision dans notre réseau électrique. Donc, si on parle un peu de système énergétique, c'est quoi un système énergétique? Bien sûr, système énergétique peut être un grand système énergétique comme il peut être un petit système énergétique. Mais, d'une façon générale, les définitions sont toujours les mêmes. Ce sont bien sûr des technologies, ce sont des infrastructures et également des comportements qui vont relier les combustibles et l'électricité aux équipements souhaités et nécessaires. Donc, ici, par exemple, vous avez des sources. Généralement, vous avez du charbon, du pétrole, vous avez également du renouvelable qui peut être comme ressource vent, géothermie, eau ou rayonnement solaire. On va utiliser, bien sûr, ces sources sont fournies par la nature, qui vont être utilisées grâce à des technologies. Donc, là, on introduit la technologie. Il faut modéliser comment cette technologie va fonctionner pour avoir un produit qui va être utilisé, bien sûr, pour différentes façons, pour le transport, pour l'électricité, pour les bâtiments. Donc là, on va créer ces modèles-là, tout ce qui est de la partie technologie jusqu'à la partie service, va être créé par le développement des systèmes énergétiques et après, pour satisfaire aux besoins des conforts, aux besoins de, bien sûr, de différents types de consommateurs au niveau de la demande. Donc, vers la fin, ça revient toujours à équilibrer l'offre et la demande. Et c'est le grand défi des différents types de systèmes. Donc, si on était dans un bâtiment qui va produire de l'énergie, on veut équilibrer l'offre à la demande. Donc, ce qu'on est capable de produire, est-ce qu'on est capable de satisfaire l'énergie locale? Si on était au niveau d'un réseau à l'échelle provinciale, on veut équilibrer également ce qu'on est capable de produire avec toute la demande qui est issue de différents secteurs de consommation. Donc, vers la fin, le grand défi, équilibrage, offre-demande, peu importe un peu le type du bien qu'on veut gérer. Donc ici, pour arriver à une définition claire de la modélisation des systèmes énergétiques, bien sûr, ici, on cherche à utiliser des maths. On cherche à utiliser des équations mathématiques qui vont décrire un peu l'interaction qui va exister entre les différentes composantes du système énergétique. Comme je vous ai montré, les différentes technologies, les différents décideurs, les différents utilisateurs. Donc là, bien sûr, pour un besoin d'équilibrage, toujours, comme j'ai dit, entre l'offre et la demande. Donc, c'est l'exemple que je vais vous montrer dans la deuxième partie de la présentation pour la maison intelligente. Donc, on cherche aussi à étudier le comportement de caractéristiques spécifiques du système sous l'influence de différentes contraintes. Bien sûr, quand on cherche à modéliser, chaque système va avoir sa particularité technique, sa particularité environnementale et sa particularité également réglementaire. Donc, si on prend, par exemple, une éolienne, on n'est pas capable de produire infiniment de l'énergie. Bien sûr, la technologie éolienne, dépendamment de la technologie, elle va avoir une vitesse de démarrage. Quand on démarre l'éolienne, elle va commencer à produire et elle va avoir une vitesse d'arrêt. Donc, c'est clair que cette façon d'opérer doit être modélisée mathématiquement. Donc là, il faut modéliser tous les systèmes. Après ça, il faut savoir comment développer des équations qui vont corréler l'opération de ces systèmes ensemble. Donc ça, c'est l'échange de puissance entre le système et entre la demande. Et là, ce qu'on va avoir des contraintes qui peuvent être des contraintes d'égalité ou des contraintes d'inégalité, dépendamment de ces contraintes un peu techniques ou techno-économiques. Et comme troisième objectif, troisième définition pour la modélisation du système énergétique, on cherche vers la fin à développer ce qu'on appelle un modèle d'optimisation et des outils de simulation. Donc, optimiser, bien sûr, développer un modèle d'optimisation qui a pour objectif d'optimiser un certain critère qui est peut-être économique, environnemental ou une combinaison entre plusieurs critères et où on peut parler également des outils de simulation qui ne sont pas des optimisations, mais on va peut-être se projeter dans le futur. On va dire, voilà, est-ce qu'on est capable d'atteindre une carboneutralité dans un horizon de 2050? Voilà, on va injecter, on va faire des modifications dans notre système énergétique et voir l'effet de ces modifications sur l'offre et la demande dans le futur jusqu'à l'horizon 2050. Et puis l'idée ici, c'est de faire des modifications à l'entrée et voir l'effet sur les émissions de CO2, voir l'effet sur les coûts, etc. Donc c'est plutôt une simulation plutôt qu'une optimisation. Donc je vais vous montrer un peu après quelques outils qui sont disponibles dans la littérature qui vous permettent de faire la modélisation soit par des problèmes d'optimisation, soit par des problèmes de simulation. Voilà. Donc ici aussi toujours dans le même contexte de développement de modèles du système énergétique ou de la modélisation des systèmes énergétiques, l'idée c'est d'estimer l'évolution de la demande et les besoins énergétiques à des horizons bien définis. Donc
Quand on parle d'un horizon, l'horizon peut être un horizon court terme. Donc, quand on parle d'un horizon court terme, on cherche par exemple à optimiser un micro-réseau dans un horizon de 24 heures. Donc là, c'est un horizon court terme qui va faire une planification une journée à l'avance. On est capable également de faire estimer l'évolution de la demande et les besoins énergétiques dans un horizon d'une année, dans un horizon de 5 ans, même dans un horizon de 100 ans. Donc l'idée, c'est bien sûr la façon de modéliser. Plus on augmente l'horizon, plus bien sûr on aura des erreurs parce qu'il y a toujours l'incertitude qui va être liée au comportement du utilisateur et qui va être aussi liée aux façons d'utiliser notre énergie ou au type d'énergie qu'on va utiliser. Bien sûr, si on a plus de renouvelables, l'incertitude va être plus élevée. Donc, c'est clair que c'est une projection qui doit être corrigée au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, parfois, par exemple, dans les outils que je vais vous montrer, on cherche à évaluer les impacts de la croissance économique et environnementale. Par exemple, on se fixe un objectif. Si on fait ou si on oblige une tarification de carbone, comment ces systèmes vont changer? Si on injecte de l'électrification des transports, si on convertit tous les véhicules en des véhicules électriques, comment cette évolution du CO2, comment on peut atteindre la carboneutralité? Dans quel horizon de temps on peut atteindre la carboneutralité? Donc, ces modèles d'optimisation peuvent répondre à ce type de questions. Si on augmente la pénétration, admettons qu'on a dans un mix énergétique d'une certaine province, on a 5% du renouvelable et le reste, par exemple, c'est du gaz ou c'est du nucléaire. Si le scénario veut dire si on augmente la pénétration renouvelable en rajoutant plusieurs éoliennes. Donc, on passe de 5% peut-être à 20% ou à 25%. Quel est l'impact sur les émissions et est-ce qu'on est capable de répondre également à la demande? Parce qu'il faut savoir que, rappelez-vous toujours, l'offre et la demande, c'est très important à maintenir. Donc, est-ce qu'on est capable, avec une augmentation de l'éolien, à atteindre cet objectif? Si c'est pas le cas, bien sûr, on va toujours faire une étude de sensibilité pour aller voir les limites de l'augmentation par rapport à la pénétration renouvelable. Bien sûr, ça dépend surtout du potentiel, parce qu'on a du vent, et ça dépend également du règlement et des différents critères de décision, multi-critères sur un territoire donné. Donc, euh, donc, bien sûr, ça nous aide à choisir le mix énergétique et ça nous aide également à choisir les technologies. Parce que, bien sûr, on a différentes éoliennes et on est capable de choisir le mix de technologies. Est-ce que c'est mieux de choisir des petites éoliennes ou c'est mieux de choisir une grande éolienne? Donc, c'est aussi une réflexion par rapport au choix des technologies et à la taille de ces technologies qu'on doit injecter, soit par pays, dans un pays, soit dans une région, etc. Donc, c'est vraiment, la modélisation est complexe et cette complexité devient plus importante quand le système devient plus large. Parce que plus le système devient plus large à modéliser, plus on a besoin de données. Et parfois, dans la majorité des cas, on n'a pas ces données. Donc, parfois, c'est bien de séparer cette modélisation pour aller faire comme, au lieu de faire une approche plutôt top-down, donc commencer par une approche descendante, ce que je vais montrer, commencer par une approche ascendante. Donc, ça dépend aussi du type de données qu'on est capable d'avoir. Donc, je vous mets ici quelques exemples. Par exemple, que la modélisation peut aider à résoudre. Par exemple, quel mix énergétique peut-on utiliser pour satisfaire la demande prévue en 2030 et aux objectifs de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Donc, ces objectifs-là, on va décortiquer cette phrase pour aller d'abord voir quelles sont les façons de produire de l'énergie et voir un peu tous les scénarios, et aussi d'avoir une contrainte additionnelle environnementale qui va fixer nos émissions à l'horizon 2030. Donc, il faut également modéliser cette contrainte-là dans notre problème d'optimisation mathématique ou dans notre problème de simulation. Un deuxième exemple, à une échelle beaucoup plus petite, si vous avez par exemple un gestionnaire d'un bâtiment intelligent qui va souhaiter réduire ses émissions et améliorer son efficacité énergétique dans le bâtiment, il va se poser la question, quelles sont les technologies que je suis capable de déployer et d'utiliser pour réaliser mes objectifs, pour réduire peut-être ma facture énergétique, pour améliorer le confort et pour atteindre aussi, peut-être pourquoi pas, une carboneutralité au niveau du bâtiment. Donc là, il va aussi analyser les différentes technologies qu'il va utiliser au niveau du bâtiment. Il doit analyser sa demande, parce que la demande, bien sûr, ça change. Il va savoir est-ce qu'il est capable, avec la modification des technologies, en rajoutant par exemple du PV, en rajoutant par exemple un système de stockage, etc., est-ce qu'il est capable de réduire sa consommation? Est-ce qu'il est tout en gardant le confort? Donc là, vous pouvez voir que ce sont des objectifs parfois, il faut réaliser un compromis entre ces objectifs parce que réduire les coûts, ça implique parfois détruire ou réduire aussi le confort. Donc, on cherche à avoir un compromis entre coût et confort pour qu'on puisse atteindre un peu les objectifs
du gestionnaire du bâtiment, tout en évitant d'altérer le confort des occupants. Troisième exemple aussi, étudier la faisabilité des déploiements. Bien sûr, on sait bien que dans les régions îlotées, on n'a pas le réseau électrique. Et parfois, le fait de construire une ligne de transport, c'est très coûteux pour la population qui est généralement très faible dans ces régions-là. Donc, parfois, on va privilégier un micro-réseau qui est un petit réseau électrique qui est déconnecté du réseau, qui peut servir et qui peut satisfaire aux communautés éloignées. Donc là, parfois, on peut analyser les ressources locales en termes du PV, en termes d'éolien, et voir est-ce qu'on est capable d'installer un micro-réseau, un petit réseau qui opère avec de l'éolien et du PV. Peut-être on peut rajouter du diesel pour assurer un peu une autonomie à 100%, et un système de stockage. Est-ce qu'on est capable de satisfaire ces besoins-là de ces communautés éloignées sans avoir recours au réseau? Donc aussi, c'est des questions aussi qu'on est capable de répondre avec la modélisation. Ça tient en premier compte le design ou la planification, la conception de ce micro-réseau. Et une fois qu'on va réaliser la conception de ce micro-réseau, on doit l'opérer pour savoir est-ce qu'on est capable d'atteindre l'objectif. Okay? Donc il y a vraiment beaucoup de questions que la modélisation techno-économique peut être capable de répondre, soit à une échelle provinciale, à une échelle d'un pays ou à une échelle vraiment très, très petite. Je ne sais pas si vous avez des questions, est-ce qu'on garde les questions vers la fin, juste pour être sûr que... On va garder les questions à la fin, Anan, pour faciliter, pour te laisser le temps. Parfait, c'est bon. Donc, donc ici, pour les 3 éléments qui sont essentiels pour développer le modèle, la première façon de le faire, c'est comprendre la meilleure façon de fournir l'énergie pour une demande raisonnable. Donc là, il y a toujours les 2 extrémités, qui est l'offre et la demande. Donc, comment répondre à l'offre? Comment répondre, par exemple, à la demande, tenant en compte les différentes options de l'offre. Donc là, et dans cette phrase-là, il faut aussi l'analyser parce qu'on veut traiter, est-ce qu'on veut faire cet équilibrage pour une journée? Est-ce qu'on veut faire cet équilibrage pour l'heure? Est-ce qu'on veut faire cet équilibrage pour l'année ou pour plusieurs années? Donc, dépendamment également de l'horizon, on est capable de modéliser le problème. Donc, c'est encore un petit détail temporel aussi. Il y a aussi différents types de modèles qui sont disponibles. Donc, bien sûr, les modèles mathématiques, il y a la modélisation, donc on reflète ces comportements par des équations. Donc, et on doit chercher l'adéquation du modèle qui va dépendre de l'objectif de modélisation. Et comme j'ai dit, ça dépend également de la disponibilité de données et des logiciels disponibles et surtout, les compétences du modélisateur. Parce que parfois, un problème, si on a 2 modélisateurs ou 3, si on donne le même problème à chaque modélisateur, chacun va avoir sa façon de modéliser le problème. Donc, les critères sur lesquels on va se baser pour choisir lequel de ces modèles est le meilleur, bien sûr, il y a toujours le critère de données. Est-ce que chaque modélisateur a accès au même type de données? Bien sûr, admettons que c'est le cas. Donc, on va voir, encore une fois, lequel de ces modèles est le plus simple. Il reflète la réalité, mais il est plus simple. Parce qu'il faut savoir que on va implémenter ces modèles-là, on veut les coder, on veut les implémenter soit dans des logiciels pour la résolution. Donc, il faut que ces modèles soient assez rapides. Okay? Donc, par exemple, si je vous donne un exemple, dans les variables qu'on va avoir, il y a parfois des variables qui sont continues, il y a parfois des variables qui sont binaires et des variables qui sont discrètes. Un exemple de variable binaire, est-ce qu'on installe une éolienne ou on l'installe pas? Donc là, c'est 1 ou 0. OK? Une fois qu'on va l'installer, quelle est la capacité? Donc là, on va avoir besoin d'une variable continue. Donc, plus la diversité des types de variables est dans le modèle, plus le modèle va prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que les approches ou les algorithmes qui sont derrière ces logiciels vont être différents dépendamment du type des variables décisionnelles. Donc, quand on a des variables continues, le modèle, généralement, il est simple parce qu'il utilise des approches, si vous connaissez le simplex, donc c'est des outils qui sont généralement connus, un algorithme algébrique qui est connu. Par contre, si on rajoute des variables binaires ou des variables entières, comme j'ai dit, le nombre d'éoliennes, donc ça ne peut pas prendre un nombre 1.5, donc soit 0, 1, 2, 3, etc., où on peut voir est-ce qu'on installe ou on n'installe pas. Donc, c'est un critère binaire. Donc là, le modèle, au lieu de se baser sur le simplex, qui est un algorithme d'optimisation simple, on va avoir recours à d'autres types d'optimisation comme le branch and bound, mais d'autres outils qui vont être un peu plus complexes et qui vont prendre plus de temps pour la résolution. Donc, c'est clair que plus on est dans des variables continues,
plus le modèle il est plus facile à résoudre. Mais parfois, on aura besoin de ces variables discrètes, mais comme j'ai dit, ça dépend de modélisateur. Parfois, on peut éviter d'utiliser des variables binaires en utilisant uniquement des variables continues. Donc, ça dépend aussi de la compétence de la personne qui va modéliser le problème. Et finalement, la simplification de la fusion complexe du système. Comme je dis, parfois, on ne peut pas modéliser un grand système, donc on va le diviser, on va le séparer pour après faire une modélisation partielle, pour après agréger ce modèle-là dans un grand modèle. Donc, la valeur ajoutée de la modélisation partielle, c'est qu'il va aller chercher les détails. Cette modélisation va aller chercher les détails de différents systèmes. Après ça, il faut connecter chaque modèle au niveau plus haut. Donc, c'est le fait de les connecter. On va aller échanger de l'information pour atteindre notre objectif global, qui peut être, par exemple, à une échelle d'un pays ou l'échelle de la planète complète. Donc ici, pour revenir à la classification de la modélisation des systèmes énergétiques, on a défini dans la littérature 3 façons de classifier ces modèles. Donc, vous avez des modèles qu'on appelle des modèles descendants, on a des modèles top-down, il y a les modèles ascendants, les modèles bottom-up, et il y a les modèles aussi des modèles hybrides. Donc, les modèles hybrides sont des modèles qui vont combiner à la fois les modèles ascendants et les modèles descendants. Donc, pour vous donner un peu du contexte pour chaque modèle, donc ici, si je commence par les modèles, ce qu'on appelle les modèles ascendants. Donc, les modèles ascendants, c'est les modèles qui ont le plus de détails. Ce sont des modèles qui vont avoir une approche d'ingénierie, qui vont utiliser une approche d'ingénierie techno-économique qui va être utilisée pour modéliser chaque opération de chaque système. Okay? Donc, on va voir, ce sont des modèles qui sont basés sur des approches techno-économiques pour créer des modèles basés, bien sûr, sur les détails du système. Donc, ils vont explorer. Il y a deux types de modèles ici. On a les modèles exploratoires. Donc, ces modèles exploratoires, généralement, vont permettre d'évaluer les implications des changements ayant une incidence sur nos systèmes énergétiques. Différents types de systèmes énergétiques. Et dans cette catégorie-là, je vous ai cité un exemple, c'est le modèle canadien Energy Simulator. Donc là, c'est un outil de simulation qui va simuler le système futur jusqu'à un horizon qui peut aller jusqu'à 2100. Donc, on peut introduire différents types, on peut choisir un peu notre mix énergétique et voir un peu son impact sur l'équilibrage de l'offre et la demande et sur l'atteinte de la carboneutralité, dépendamment de l'horizon. Et vous avez la deuxième catégorie des modèles ascendants, sont les modèles d'optimisation. Donc, ces modèles d'optimisation vont identifier de quelle façon les politiques qui vont être actées sur l'émergence de nouvelles technologies et les réductions des coûts associés au GES sont susceptibles de favoriser, bien sûr, le changement du système énergétique. Donc là, on veut chercher la façon la moins coûteuse, la moins onéreuse pour répondre à la demande en fonction des meilleures technologies disponibles. Une panoplie, on a un ensemble de technologies. On veut choisir parmi ces technologies qui sont les meilleures, qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs environnementaux tout en répondant, en répondant à la demande. Donc, le modèle le plus connu au monde dans cette catégorie, c'est le modèle Marquardt. C'est un logiciel, Marquardt, c'est un logiciel qui est développé par l'Agence internationale de l'énergie, qui a été aussi la version Times aussi. Ils ont fait beaucoup de publications et c'est l'Agence internationale de l'énergie qui s'occupe de la maintenance de ce logiciel Marquardt. Donc, Marquardt, c'est un logiciel qui va faire en sorte de modéliser les différents systèmes, soit même à l'échelle d'un pays, ou je crois même ils ont l'échelle du globe. Donc, ce sont généralement ces approches les mieux adaptées qui vont évaluer les nouvelles technologies et les formes d'énergie aussi qui sont disponibles. L'avantage de ce modèle ascendant, c'est qu'ils vont inclure plus d'explications technologiques. Okay? Comme je dis, cité tout à l'heure, si on a une éolienne, ils vont inclure l'opération, comment cette éolienne va opérer. Si on a un système hydroélectrique, la même chose, ils vont inclure le modèle système hydroélectrique. Ils vont inclure la modélisation d'un système de stockage en termes de charge, décharge, l'état de charge de la batterie. La même chose au niveau de la demande. Ils vont aller diviser la demande en différents secteurs, secteur agricole, industriel, résidentiel, etc. Et pour chaque secteur, ils vont inclure des modèles adéquats pour modéliser ce secteur. Donc, c'est vraiment des modèles. C'est la raison pour laquelle on les appelle les modèles ascendants. Donc, parce qu'ils vont commencer par les détails pour remonter
à la modélisation mathématique. Le deuxième, bon, ça, c'est, je vous montre un peu quelques détails sur le modèle Markov. Donc, ici, Markov, pour avoir une idée, c'est quoi Markov? C'est Market Allocation. Donc, ils ont pris le market, c'est qu'ils ont pris Allocation. Donc, c'est parmi les modèles les plus connus. Donc, ici, ça vous donne un peu une idée des composantes ou des modules du modèle Markov. Et ici, ça vous donne un peu aussi une idée sur les différents pays qui utilisent le modèle Markov. Ici, donc, sur les différents pays, au Canada aussi, on utilise pas mal le modèle Markov et vous pouvez trouver les publications facilement dans les revues de littérature. Donc, donc ici, pour les deuxième catégorie, ce sont les modèles descendants. Donc, les modèles descendants vont avoir une approche un peu différente. Donc, ils vont, comme le nom l'indique, ce sont des modèles qui reposent sur l'utilisation d'une approche plutôt macroéconomique pour simuler le système énergétique. Donc, ils vont utiliser généralement des relations économiques ainsi que d'autres secteurs de l'économie. Donc, parfois, ils vont utiliser le revenu, par exemple, des indicateurs macroéconomiques tels que le revenu, le taux de chômage, l'inflation, pour analyser les politiques énergétiques ou climatiques. Donc, c'est clair, c'est des modèles qui vont pas inclure les détails des systèmes des technologies qui vont être utilisées. Euh, donc, ils souffrent vraiment de beaucoup de manque de détails technologiques. C'est la raison pour laquelle sont plutôt des modèles, on les appelle les modèles descendants. Et les modèles les plus connus dans cette catégorie, c'est le RGIM, qui est développé par le Canada, et le EDREAM, qui est développé aussi en Californie. Je ne sais pas si ces modèles sont disponibles gratuitement, mais je crois que je vais le voir ça vers la fin. Donc, le dernier modèle que j'aimerais vous montrer, c'est le modèle hybride. Donc, c'est quoi un modèle hybride? Donc, c'est un modèle qui va aller chercher les avantages des modèles ascendants et également les avantages des modèles descendants. Donc, c'est une approche hybride qui sont utilisés pour mieux intégrer les facteurs macroéconomiques dans les modèles techno-économiques. Donc, ce sont des approches vraiment qui sont très bien adaptées pour les décideurs, surtout les décideurs au niveau du gouvernement, parce que il offre également une explication technologique des différentes technologies et il offre également ce qu'on appelle un réalisme un peu microéconomique, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas uniquement l'exhaustivité macroéconomique, mais on a également besoin de technologie parce qu'on ne sait pas, on peut essayer de se projeter dans l'avenir avec des modèles macroéconomiques, mais est-ce que c'est réaliste ou pas? Là, c'est des modèles économiques qui vont essayer de répondre à cette question. Et comme logiciel, vous avez le Times Macro, le modèle Merge aussi, le Sims aussi, qui sont les modèles les plus connus au monde, qui font un peu ces modèles hybrides. Donc, un peu pour résumer un peu les approches, malgré le fait qu'on a ces trois classes de modèles ou de systèmes ou de modélisation, les modèles ascendants, les modèles descendants et le modèle hybride, il y a également différentes façons de classifier un peu la modélisation macroéconomique. Donc, le premier critère qui dépend du niveau de la décision ou l'hiérarchie de la décision. Là, comme je l'ai cité à gauche, on peut parler d'une planification opérationnelle. Donc là, on parle du court terme jusqu'à un horizon de une journée à quelques journées. On a parfois les modèles, la planification tactique, qui est surtout utilisée pour des aspects de la maintenance. On va aller chercher un horizon de mois ou un horizon de quelques semaines ou quelques jours. Il y a parfois l'aspect stratégique, qui est l'aspect plus de Markov, comme je vous ai cité, et Times. Ce sont des logiciels qui vont plus viser le long terme. Donc, l'horizon, c'est plus des années. OK? Donc, ça, c'est une façon de classifier les modèles par granularité temporelle. Il y a une autre façon de les classifier par la limite géographique. Comme j'ai dit, on est capable de modéliser tout un pays. On est capable également de modéliser une municipalité ou un bâtiment. Donc, la limite géographique délimite les frontières du système. OK? Vous avez la limite sectorielle. On peut se focaliser sur tous les secteurs d'économie. On peut également choisir le secteur résidentiel. Donc là, comment on est capable de répondre uniquement au secteur résidentiel? Et là, encore une fois, on oublie l'industriel, le transport, l'agriculture, et on va aller modéliser le secteur résidentiel et chercher comment répondre à la demande du secteur résidentiel. Okay? Il y a, comme j'ai cité tout à l'heure, la limite temporelle déjà fait, et finalement les détails du système. Comme j'ai dit, les désagrégations sectorielles technologiques dépendent bien sûr des ressources énergétiques dans chaque région, la taille du système, etc. Donc, je vous ai mis un peu le papier où vous pouvez trouver un peu plus de détails par rapport à cette façon de catégoriser les systèmes. Donc,
toujours dans la même catégorie. Ici, je vais vous citer un peu quelques outils qui vont vous permettre de réaliser plusieurs approches de modélisation des systèmes énergétiques. Donc, vous avez, pour réaliser une classification plus par secteur ou par, euh, par objectif, vous avez des modèles de simulation. Vous avez des modèles parfois qui vont se focaliser sur l'énergie renouvelable. Parfois, vous avez des modèles qui vont faire uniquement de la prévision du renouvelable ou la prévision de la demande. Des modèles aussi de GES, des modèles d'optimisation. Vous avez également des modèles ou des logiciels qui vont se focaliser sur la gestion du réseau électrique. Parfois le transport, parfois la distribution, parfois les deux. Vous avez des modèles qui sont plus orientés vers les technologies, vers le bâtiment et vers l'utilisation du sol. Donc ici, je vous ai résumé ici, je crois qu'on a déjà parlé un peu sur le modèle Marquardt. Donc c'est des modèles qui sont basés sur un formalisme mathématique, qui vont essayer de résoudre le problème techno-économique d'un système énergétique. Donc les outils qui sont dans ces modèles-là, parfois on a de l'optimisation linéaire. Donc linéaire quand toutes les contraintes sont linéaires, donc il n'y a pas de multiplication de deux variables décisionnelles, et quand toute la fonction objective ainsi que les contraintes d'égalité et d'inégalité sont linéaires. On peut avoir une non-linéarité quand on a une multiplication de deux variables décisionnelles. Donc, dans ce cas-là, les outils qui vont être utilisés vont être différents des outils dans le cadre linéaire. Parfois, on a une optimisation en nombre entier. Comme je dis, on choisit le nombre de bornes de recharge, ou on choisit le nombre d'éoliennes. Ça, c'est un nombre. Donc, ça se base. Les outils aussi peuvent être différents. Une optimisation mixte. Donc là, on a les deux types de variables, entières et des variables des continues. On a l'optimisation linéaire, on a l'optimisation stochastique. Donc, stochastique, quand on va aller modéliser l'incertitude qui est surtout associée aux ressources renouvelables ou associée à la demande. Donc là, on va utiliser parfois des probabilités qui vont refléter la probabilité, par exemple, de production éolienne ou la probabilité de production solaire avec une probabilité d'évolution de la demande également. Donc, ce sont des modèles qui sont vraiment plus intéressantes quand ils sont stochastiques. Par contre, leur inconvénient, c'est qu'ils prennent parfois beaucoup de temps dans la modélisation et dans la résolution. On va avoir plusieurs scénarios qu'on est capable de développer. Voilà. Donc, les modèles de simulation, comme j'ai cité, qui vont faire plus de la simulation, pas de l'optimisation. Donc, ils vont équilibrer, ils vont faire comme des règles. Bien sûr, voilà, si on a ça, voilà, on va avoir ça. Comme établir des règles, ils vont développer des règles dépendamment du scénario initial. Et là, je vous ai mis quelques modèles des logiciels qui sont connus dans cette catégorie. Les modèles du réseau électrique, les plus connus, bien sûr. Ici, on va se focaliser sur le réseau électrique pour soit en ce qui concerne l'investissement, la simulation, le contrôle, l'opération, etc. Donc, l'objectif de ces modèles, bien sûr, c'est de réaliser des approches d'optimisation et parfois de simulation qui vont tenir en compte la particularité du réseau, physique du réseau, donc les contraintes physiques du réseau, et aussi la dynamique avec les marchés voisins, avec les marchés voisins ou les marchés locaux si jamais on a des marchés locaux qui existent. Donc, bien sûr, ils vont se focaliser uniquement sur le réseau électrique, mais leur avantage, c'est qu'ils vont tenir en compte la physique du réseau électrique. On sait bien qu'on a des lignes vers la fin et on doit bien sûr satisfaire à l'écoulement de puissance dans ces lignes-là. Et puis, dans ces logiciels, vous avez le WASP qui est très connu, le OpenDSS, un autre logiciel qui est très connu, et le Balmorel, qui sont les trois logiciels les plus connus dans cette catégorie. Le bâtiment, donc ici, on va se focaliser sur le bâtiment. On va essayer de développer, de modéliser surtout le confort thermique dans le bâtiment. Et dans ce cas-là, quand on parle de confort thermique, on parle de modéliser les zones du bâtiment et comment ces zones interagissent. Donc là, on va avoir plus des phénomènes qui sont associés à changement de transfert thermique en ce qui concerne la conduction, la convection et aussi le rayonnement. Les logiciels qui sont connus, on a le Energy+, où on a plusieurs structures du bâtiment qui sont disponibles avec plusieurs bases de données qu'on est capable d'utiliser. Vous avez le Twin6 également, qui sont deux logiciels qui se focalisent uniquement sur la modélisation dans un bâtiment. Bien sûr, ces logiciels, on est capable également de les connecter avec une production renouvelable ou avec un système de stockage, etc. Vous avez également le Rescreen développé au Canada et le PV6 qui sont plus basés éolien et solaire. Le Rescreen fait les deux, fait le solaire et l'éolien, et le PV6 plus des projets de centrales solaires.
Les modèles de transport et de l'utilisation du sol aussi, comment on va euh, offrir des transports adéquats. Donc là, c'est encore une offre plus associée au transport. Donc l'organisation spatiale, on va utiliser surtout les systèmes informatiques géographiques, etc. On va utiliser les SIG ou les SIG, comme vous voulez. Et le système qui est aussi connu par rapport à l'utilisation du sol, vous avez les PEV de SIM comme logiciel. Les modèles d'énergie renouvelable aussi, si on revient encore au rescreen, parce qu'ils vont utiliser également, à part le fait du bâtiment, ils vont utiliser également une analyse de faisabilité des projets d'efficacité énergétique. C'est un logiciel qui est gratuit. Donc, vous avez également le Homer, c'est un logiciel qui va utiliser plus la conception des micro-réseaux. Il est, je crois, gratuit pour 30 jours. Je crois qu'il faut juste s'inscrire et avoir une licence qui dure 30 jours. Vous avez le Wilmar, le Energy Plan, et vous avez les Audis aussi, qui sont des outils plus accès énergie renouvelable. Ici, l'article que je vous ai mis ici, ça résume un peu tous les types de logiciels. Il les a développés, la méthode utilisée à l'intérieur, comme vous pouvez voir ici, est-ce que c'est une approche bottom-up? Rappelez-vous, est-ce une approche ascendante ou descendante ou hybride? Le temps, l'horizon du temps, est-ce que c'est un horizon d'heure? Pardon, pas l'horizon, c'est la granularité de décision. Est-ce qu'on décide chaque heure? Est-ce qu'on décide par minute, etc. Ici, par exemple, quand c'est 5 avoir une décision chaque 5 ans, etc. Et ici, ça vous montre est-ce que ces logiciels sont disponibles. Donc, d'abord, est-ce qu'ils sont des simulations, des outils de simulation ou des outils d'optimisation? Et finalement, est-ce qu'ils sont des outils commerciaux? Donc, est-ce qu'il faut les acheter ou ils sont vraiment disponibles et on peut les télécharger? Donc, ça vous donne un peu une idée si vous voulez, si vous exercer par rapport à ces logiciels. Donc, même chose, je continue un peu dans la même catégorie pour les différentes autres logiciels qu'on a cités. Et ça m'amène à la dernière diapo pour la première partie qui concerne plus les défis. Alors, bien sûr, ici, une fois que vous avez pu avoir une idée générale sur la modélisation, sur les différentes façons de modéliser, sur pourquoi on doit modéliser, on va voir un peu quels sont les défis. Bien sûr, le premier défi sur lequel j'aimerais le premier défi essentiel pour la modélisation énergétique, c'est la prise en compte de la flexibilité de la demande. Donc, rappelez-vous, avant, si on avait une demande qui n'était pas flexible, donc une demande, on prévoit la demande, voilà la courbe de la demande qui va évoluer dans un horizon d'une année, etc. Il n'y aura pas de problème. Par contre, la demande maintenant devient plus flexible grâce au schéma grâce à la tarification dynamique et grâce parfois aussi à des récompenses qu'on donne au niveau du consommateur pour qu'ils réduisent leur consommation. Cette demande devient de plus en plus flexible. Donc, l'idée, c'est le challenge, un peu le défi, comment modéliser cette demande qui est flexible mathématiquement. Donc, c'est un défi majeur parce que généralement, on n'a pas de la visibilité au niveau du consommateur. Donc, il faut se projeter, voir quelles sont comment le consommateur, analyser un peu la courbe de consommation et voir quels sont les appareils qui sont responsables de cette consommation. Et là, on doit modéliser ces appareils et modéliser les différents types d'appareils. Ce sont des appareils contrôlables, non contrôlables ou flexibles. Donc là, quand on distingue les différents types de consommation, on doit modéliser chaque type de consommation et après ça, agréger ça dans un modèle local au niveau de la maison pour l'agréger au niveau quartier, quand on a plusieurs maisons, puis agréger ce modèle-là au niveau du réseau. Et bien sûr, on n'a pas uniquement un quartier, on a plusieurs quartiers. Donc, imaginez un peu la complexité qui se rajoute au niveau de la modélisation du réseau, parce qu'on n'est plus dans un réseau électrique qui est vertical, qui a la visibilité sur tout ce qui se passe du bout en bout. On a un volet plus de monde qui est de plus en plus incertain et qui évolue. Donc, il faut chercher des temps importants parce c'est ce qui va nous permettre de réaliser l'équilibrage offre et demande pour aller chercher les ressources nécessaires pour répondre à cette demande. Donc, deuxième défi, la modélisation. Dans la majorité des articles, on va se focaliser uniquement sur le CO2. Mais on sait bien qu'il y a d'autres types de polluants et parfois on ne s'est pas inclus dans le modèle. Donc, comment corréler la consommation avec les autres types de polluants, c'est aussi un défi lié à la modélisation. Troisième défi, c'est la manque de fiabilité de données. Donc, le données, qui est le nerf de la guerre, c'est toujours l'élément important de la modélisation. Avant même de commencer à modéliser, il faut parfois chercher est-ce qu'on a ces données ou pas. Parce que on peut développer des modèles excellents, mais quand on veut les résoudre, on n'a pas de données, donc ça sert à rien. Donc, il faut commencer tout d'abord par voir quels sont les modèles qu'on a, parce que quelles sont, pardon, les données qu'on a, parce que ça va nous donner une idée
de quelle façon doit-on modéliser ce système. Okay? Donc, par exemple, si on est au niveau d'un quartier, on n'a pas la consommation de maison, on a uniquement la consommation du quartier, on ne doit pas entrer dans les détails de la modélisation de la maison. Il faut agréger parce qu'on sait bien qu'on n'aura pas la demande d'une maison. Okay? Donc, c'est une façon de réfléchir à la modélisation en commençant par les données en premier. Donc, il faut bien sûr modéliser. Quatrième défi, c'est le comportement humain. Donc, l'humain, il est vraiment essentiel dans la modélisation. On peut généralement, les articles que vous pouvez voir, utilisent toujours la majorité des cas des modèles déterministes. Donc, on sait bien l'humain, il va se comporter comme ça. Mais l'humain est toujours imprévisible. Et les comportements vont changer. Donc, les éléments de confort, ils changent d'un humain à l'autre. Ils changent même parfois d'un pays à l'autre. Et parfois, intégrer ces comportements humains ou les modéliser peut vraiment réaliser un meilleur équilibrage entre l'offre et la demande. Et ça inclut toutes les incertitudes qui sont bien sûr liées à ces changements sociétaux. Bien sûr, comme on a dit, équilibrer l'incertitude, la transparence des modèles également, donc rendre ces modèles transparents, parce que parfois, on peut modéliser, mais la majorité des gens qui vont faire la modélisation, ils vont pas rendre leur outil disponible. Donc, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de partager les expériences ou de créer des outils ou d'éviter de refaire le travail de quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc, parfois, la création d'outils, c'est très important. Et nous, comme chercheurs, parfois, on oublie, on s'intéresse plus à des articles, mais c'est vraiment très pertinent de penser aussi au développement d'outils qui peuvent être utiles à d'autres personnes, à simuler d'autres types d'environnements. Faire face à la croissance, à la complexité du système énergétique et finalement la résolution dans des détails, dans l'espace et dans le temps. Et ici, quand je parle de résolution dans l'espace et dans le temps, un élément essentiel de la modélisation aussi, c'est la prédiction. Donc la prédiction, vraiment, c'est très très important. Et tant qu'on parle de la prédiction, c'est pas au niveau uniquement l'échelle d'un pays. Il faut voir, admettons, là au Québec, je vous donne un peu l'exemple. On a le défi majeur du Québec, c'est la pointe hivernale. Donc, on est plus dans des températures qui peuvent atteindre -30. Et bien sûr, on est très corrélé à l'utilisation du chauffage. Cette pointe, même si elle est une pointe, donc c'est une pointe en puissance, pas en énergie. Donc, c'est un grand défi pour le réseau. Donc, imaginez une pointe qui peut arriver une fois par année, va vraiment impacter le réseau électrique au complet. Parce que le réseau doit tenir en compte comment préparer la production pour répondre à cette pointe. Donc là, la pointe, comme j'ai dit, dépend de la météo. Donc il faut aller prédire le moment d'occurrence de cette pointe et sa durée. Parce que c'est ce qui va nous donner une idée. Est-ce qu'on a assez de ressources pour répondre à cette pointe ou il faut acheter de nos voisins pour répondre à cette pointe. Donc là, la prédiction va vraiment jouer un rôle très important. Et plus on va prédire à des horizons court terme, plus on va minimiser l'erreur, et plus on prédit avec des modèles performants, tels que les modèles d'intelligence artificielle, plus on est capable également de minimiser l'erreur et de mettre à jour cette prédiction au fur et à mesure qu'on a de nouvelles données de la météo qui vont se rajouter. Donc c'est un peu les défis aussi qui sont liés à la prédiction, qui sont également essentiels dans nos façons de modéliser les problèmes. Donc, ça termine ma première partie sur la partie d'introduction à la modélisation énergétique. Je ne sais pas si vous avez des questions ou vous voulez que j'enchaîne avec la deuxième partie avant. Je vous laisse un peu le choix. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis Joanne Solacour et je vais être votre modérateur. Merci beaucoup, Dr. Dagdougbé, pour cette présentation très enrichissante. Il y a déjà au moins 6 à 7 questions. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez déjà répondre à cette première question? Je peux prendre les questions pour cette première partie parce que je vais basculer vers une autre partie. Comme ça va. Oui. Eh bien, OK. Je vous pose la question et je vous dis qui les a posées et puis comme ça, vous pouvez enchaîner. Il y a déjà 2 premières questions. Question de Michel. Quels sont les critères essentiels permettant de comparer 2 modèles? OK. Excellente question. Donc, les critères essentiels pour comparer 2 modèles, d'abord, la simplicité. C'est clair que
Si on a le même problème, on cherche à le modéliser. Bien sûr, comme j'ai dit, ça dépend des données. Bien sûr, admettons que les deux modélisateurs ou les deux modèles ont accès aux mêmes données. Donc, d'abord, les données. Est-ce que les deux modèles vont avoir accès aux mêmes données ou pas? Si on suppose que c'est le cas, donc là, on va aller chercher la simplicité ou les types de variables décisionnelles qui vont être utilisées. Comme j'ai dit, la façon de modéliser peut différer d'un modélisateur à l'autre. Donc, plus on a des variables continues, plus le modèle va être plus facile, parce qu'on sait bien que les approches mathématiques qui vont être utilisées dans ce cas-là vont être simples. Okay, ce sont des itérations simplexes et qui prennent pas généralement beaucoup de temps. Par contre, si le modélisateur va choisir ou va opter pour une modélisation qui va utiliser des variables binaires ou des variables continues, là, on n'est plus dans un modèle simple, on va être dans un modèle qui va inclure plusieurs variables décisionnelles. Et plus on augmente les variables décisionnelles, plus le modèle va prendre plus de temps pour converger. Donc, les critères les critères entre les deux, la première, c'est les données. Le deuxième critère, c'est la rapidité de résolution. Donc, un modèle qui va prendre une heure, c'est pas un modèle qui va prendre une journée pour la résolution. Donc, on va vraiment privilégier ce modèle-là. Et l'autre façon de modéliser, c'est les incertitudes. Donc là, si on a un modèle qui tient pas en compte l'incertitude, bien sûr, et un autre modèle qui tient en compte l'incertitude, bien sûr, on va privilégier le modèle d'incertitude. Parce qu'on sait bien, comme j'ai dit, qu'on a une demande qui fluctue. On a également une production qui peut fluctuer à cause des énergies renouvelables. Donc là, plus le modèle il est stochastique, ou au moins il tient en compte une prédiction, plus il est meilleur que le modèle qui ne tient pas en compte les prédictions. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Michel. Oui, bon, je pense que oui. De toute façon, on va essayer d'avancer parce qu'il y en a plusieurs et il va nous rester à peu près une petite heure pour la prochaine présentation. Deuxième question tout aussi intéressante de la part de Joël Gédéon. Quelle est la place de la théorie des jeux de la modélisation des systèmes énergétiques? Ok, donc la théorie de jeu, c'est clair que c'est une bonne question parce que j'ai un étudiant aussi qui travaille sur la théorie de jeu. Donc la théorie de jeu est un outil de modélisation très intéressant. Il est intéressant par contre pour modéliser les comportements et les interactions entre plusieurs clients. Je crois que ce qui manque un peu dans la partie théorie de jeu, c'est l'intégration au réseau électrique. Donc, c'est clair que la majorité des théories de jeu de modèles qui sont basés sur la théorie de jeu, ils vont étudier les différentes façons de faire le game, soit avec les différents algorithmes, mais ça reste que c'est plus au niveau d'interaction entre clients. Donc, on va voir, par exemple, dans un quartier intelligent, comment plusieurs clients peuvent interagir, comment on peut modéliser, comment on peut créer cette énergie transactionnelle dans ce réseau-là. Donc, c'est clair que c'est un outil performant, mais qui reste plus utile plus au niveau des consommateurs. Donc, c'est ces joueurs qui sont plus actifs dans le réseau électrique. Mais on n'est pas capable, à l'instant actuel, de réaliser un problème ou un modèle basé sur la théorie de jeu qui inclut tous les décideurs. Donc, c'est clair que c'est en cours de réflexion, mais le défi, c'est que je crois que ce qui peut résoudre le problème, c'est de combiner l'avantage. C'est pour ça que les méthodes hybrides sont intéressantes. Combiner les avantages de la théorie de jeu avec la façon de modéliser les réseaux plus d'une façon physique. Donc là, encore une fois, on va créer deux modèles hybrides qui vont pouvoir communiquer et échanger de l'information. Donc, on va aller chercher du détail au niveau du consommateur à travers la théorie de jeu et on va aller chercher du détail physique pour le réseau électrique. Donc, je crois que c'est ça un peu le défi par rapport à la théorie de jeu. OK. Maintenant, question très pratique de Henri Civil, en lien avec les stratégies d'atténuation au changement climatique. Quelle est la méthodologie employée permettant de mettre un tarif sur le carbone émis dans l'environnement? Ok, donc c'est clair pour la taxe de carbone, je suis plus en modélisation, je peux pas répondre à cette question plus pour les aspects politiques, mais je crois que les articles que j'ai mis ici, attends, je peux voir l'article, voilà, un article, je crois que c'est plus le premier, ça donne un peu une perspective très détaillée sur la taxe de carbone. Mais je vais essayer de trouver une référence qui est très détaillée parce que je sais bien qu'il y avait des mises à jour récentes. Et pour la rajouter dans la liste des références pour les intéressés. OK. Autre question de James Louis XVI.
Parmi les trois modèles que vous venez de nous présenter, d'après vous, quel modèle est le plus approprié? C'est clair, le modèle le plus approprié, c'est les modèles ascendants. Les modèles ascendants sont les plus appropriés parce qu'ils vont aller chercher du détail dans la modélisation. C'est clair que les modèles ascendants, moi, de mon point de vue personnel, je ne travaille pas avec les modèles ascendants. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles qui vont se projeter un peu plus dans l'avenir. Donc, c'est intéressant de savoir quels sont les outils disponibles pour ces modèles ascendants, tels que le Marquardt et le Times. Mais encore, c'est plus intéressant de modéliser nous-mêmes parce que là, les modèles de type Marquardt que j'ai utilisés ici sont des outils. On peut télécharger les Marquardt. Donc là, généralement, le modélisateur n'a pas accès aux mathématiques derrière le Marquardt. Donc, il n'est pas capable de modifier le Marquardt pour qu'il s'adapte. Si jamais il peut rajouter le volet stochastique ou rajouter un peu des prédictions. Donc, c'est clair que c'est intéressant, ces modèles, mais plus on modélise nous-mêmes, avec nos propres équations mathématiques, si on code nous-mêmes, c'est encore meilleur parce qu'on est capable d'offrir une autre façon de modéliser le problème. Et comme j'ai dit, ça dépend vraiment des modélisateurs. Si on utilise des modèles Marquardt, on utilise la façon qui a été utilisée par ce modélisateur qui a développé Marquardt. Mais ça nous limite un peu par rapport à nos idées de développement. Ok, très bien. Question de Mélisse Mérisé, dans le même sens. Selon vous, quel modèle serait particulièrement efficace pour intégrer la variabilité des sources d'énergie renouvelable? Et c'est toujours le modèle ascendant. C'est lui qui va, parce que dans le modèle, les modèles ascendants, c'est eux qui vont vous permettre parce que ils incluent en détail l'évolution de la demande. Et si on peut connecter les prédictions des modèles d'énergie, du vent, par exemple, les prédictions du vent ou les prédictions, par exemple, du solaire. Dans ces modèles-là, on est capable également d'aller chercher, de modéliser l'incertitude. Donc, c'est clairement, moi, mon choix, si on a à choisir entre ces trois modèles, c'est clairement les modèles ascendants sont les meilleurs parce qu'ils offrent plus de détails pour les technologies. Ok, très bien. Deuxième question de Mélisse Mérisier. Quel défi spécifique pourrait être rencontré par un chercheur travaillant dans un pays du Sud lors de l'obtention de données fiables pour alimenter ce modèle, tenant compte du fait qu'il y a toujours des problèmes de transparence, de corruption dans les pays du Sud? Très, très bonne question. C'est une très bonne question parce que moi, étant aussi originaire du Maroc, j'ai parlé beaucoup avec pas mal de chercheurs dans ce contexte-là. Et on a vraiment essayé de tenter de développer des choses. Le problème, c'est que moi, personnellement, le problème qu'on rencontre, c'est les données. Donc, parfois, des gens gardent des données, pas pour modéliser, mais ils veulent juste garder des données comme ça. Donc, ils veulent pas partager. Ils ont peur de quoi, mais je sais pas. Mais c'est clair que les données, c'est le premier, c'est un blocage qu'on va voir. La deuxième des choses, parfois, on n'a pas la collaboration. C'est comme parfois les décideurs, ils se croient que les modèles ne vont rien offrir rien. C'est comme des publications qui servent à rien vers la fin. Mais vers la fin, c'est un manque, d'innovation aussi, je crois. Parce que je crois les pays du Sud ont peur parfois de la technologie. Je crois, ont peur de faire des changements. Et on se dit, voilà, on veut faire des changements, mais on se dit que quelqu'un d'autre va venir les faire. Mais si on le fait pas nous-mêmes, je crois qu'il y aura personne qui va le faire. Donc c'est clairement, et je crois aussi la façon, il faut le dire, les pays du Sud ne consomment pas beaucoup d'énergie. On peut comparer, si on compare ici au Canada, on consomme trop d'énergie. Je crois aussi à redéfinir un peu le confort, c'est important. Et on a commencé à faire des débats ici. On dit on a beaucoup de confort. On a beaucoup de confort vraiment, et c'est dommage parce que une fois qu'on a des gens tu descends la température dans la maison à 18 degrés. Oh non, il fait froid. Mais mettez des habits, c'est question de confort et vraiment, ça dépend des humains. Au Maroc, il fait par exemple froid, il fait 15 degrés et tu vois les gens, ils mettent des vêtements un peu plus chauds et ça dérange pas. Mais là, c'est comme, non, il faut pas vraiment toucher parce qu'il doit rester avec mes manches à la maison. Donc, c'est aussi des mentalités qu'il faut changer. Je crois que c'est plus une question de mentalité qu'il faut changer, soit ici, soit ailleurs. Parce que ça commence par l'humain. Oui.
Absolument, absolument. Même en Haïti, pour nous autres chercheurs en Haïti, le problème d'accès aux données, et ça va pour tous les secteurs, que ce soit pour l'énergie, pour l'environnement, pour l'agriculture, il y a toujours des problèmes d'accès aux données. Et vous avez tout à fait raison de dire que pour la mobilisation, c'est important. Et j'ai encore deux petites questions avant de vous laisser continuer. Bien sûr. C'est bon? OK. Comment les réseaux intelligents peuvent-ils favoriser une distribution plus efficace de l'énergie? Ça, c'est une question de Roman Javi. OK. Les réseaux intelligents, une bonne question, c'est une excellente question. Ils peuvent aider vraiment de différentes façons. Je vous donne la première façon. La première façon qu'on peut utiliser pour la prédiction, c'est pour l'énergie renouvelable. Pas uniquement pour la prédiction temporelle, mais surtout pour la prédiction spatiale. On sait bien, si on prend un territoire, prenons le Haïti par exemple, on sait bien qu'on ne peut pas avoir des capteurs qui vont mesurer la vitesse du vent à chaque emplacement. C'est clair qu'on a bien sûr des emplacements bien précis où on va avoir des capteurs qui vont mesurer, des anomètres qui vont mesurer la vitesse du vent et aussi qui peuvent mesurer les radiations solaires. On a besoin de ces informations pour définir le potentiel, pour savoir quelles sont les régions les plus ventées, parce ils ont plus de potentiel pour l'installation d'éolien, ou quelles sont les régions qui ont plus de rayonnement solaire. Donc, l'intelligence artificielle ici peut nous aider à créer ce qu'on appelle le mapping, à créer une carte de la région de Haïti pour dire voilà la carte de toutes les régions où on va voir le plus de potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? On va faire développer un réseau de neurones. On va faire comme entrer les différents emplacements dont on a l'accès avec les données. Et on va faire entrer avec ça les différentes localisations géographiques où on n'a pas l'accès à ces données-là. Donc, le réseau de neurones est capable, moi-même je l'ai fait il y a quelques temps, est capable de définir quel est le potentiel éolien et solaire dans les régions où on n'a pas accès aux données. Donc là, c'est intéressant parce que il va établir une corrélation entre ces données-là qui sont disponibles pour aller chercher le potentiel dans les régions où on n'a pas de disponibilité de données. Donc ça, c'est une des valeurs ajoutées de l'intelligence artificielle. Donc on est capable de développer une carte qui montre un peu toutes les régions ventées, etc. Donc ça, c'est plutôt l'utilisation de l'intelligence artificielle spatiale. Deuxième façon d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est à travers les prédictions. Donc là, on peut soit prédire au niveau national, si on a l'accès aux données, ou prédire à un niveau plus, même au niveau du campus. Moi-même, j'ai fait les prédictions au niveau du campus universitaire quand j'étais à l'ETS. Donc, on a l'accès aux données de l'ETS. On va utiliser ces données-là pour prédire la consommation du campus universitaire dans le futur. On est capable de créer un modèle qui est soit un modèle online, qui est en ligne, qui est connecté avec une station météorologique. On peut mettre à jour ce modèle pour qu'il puisse mettre à jour également les prédictions au fur et à mesure qu'une nouvelle donnée se rajoute. Donc aussi là, pourquoi c'est important de prédire au niveau du campus, par exemple, au niveau du bâtiment? Parce qu'il va nous donner une idée quand on a une période de pointe. Et quand on a la période de pointe, vaut mieux la réduire parce qu'on va payer plus cher. Donc, on va payer, disons, plus cher parce que ça dépend du schéma de tarification. Donc, encore une fois, la prédiction avec l'intelligence artificielle peut nous aider à prédire, soit au niveau du bâtiment, au niveau plutôt d'un pays. On peut également utiliser l'intelligence artificielle aussi pour regrouper les clients. Par exemple, on a plusieurs types de clients, on cherche à voir les comportements qui sont similaires. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour créer des regroupements des clients similaires. Et puis, plus on regroupe des clients similaires, on est capable de modéliser par type de regroupement. Donc, c'est aussi un avantage. Donc, je crois que les exemples sont nombreux, mais je peux m'arrêter ici. Je peux partager avec vous si vous êtes intéressé des articles sur le sujet. OK, merci. Dernière question qui va un peu dans le même sens. Question de Patrick et Michel Patrick Mathurin. Quels sont les critères préétablis pour sélectionner le surplus de production des grands clients pour respecter l'équilibre entre l'offre et la demande du réseau électrique? Félicite aussi pour la présentation. Quels sont les critères pour... j'ai pas entendu la moitié de la question. Les critères pour sélectionner le surplus de production des grands clients afin de respecter l'équilibre entre l'offre et la demande au niveau du réseau.
Ben, c'est clair que le point essentiel pour l'équilibre aussi, je ne l'ai pas cité ici, mais c'est la tarification. La tarification, donc, je crois que ça va être un peu dans la deuxième présentation. La tarification est essentielle. Donc, si on veut savoir un peu le surplus des clients industriels, ben, bien sûr, on peut développer un modèle qui se focalise sur les secteurs industriels. Et là, quand on sélectionne les secteurs industriels, il faut savoir quels sont les différents types d'industriels qu'on peut avoir. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous donne une idée sur leur technologie et c'est comme les regrouper par type de consommation. Les clients industriels consomment surtout la puissance. Ben, ils sont plus des consommateurs ils génèrent plus la puissance plutôt que l'énergie. Au Québec, par exemple, la majorité des clients industriels vont payer un coût au kilowattheure et ils vont payer également un coût au kilowatt. OK? Donc, bien sûr, le coût au kilowatt, il est beaucoup plus cher parce qu'ils vont contribuer à la pointe au niveau national. Donc, c'est clair, pour définir le surplus, c'est clair que le surplus par rapport à la prédiction, à la consommation, si on parle d'un point de vue du réseau, n'inclut pas uniquement le client industriel. Ils vont avoir un peu plus une vision globale qui va inclure les différents secteurs d'économie. Donc, parce que ici, par exemple, ici au Québec, ça dépend du réseau. Si on a un réseau électrique vertical, donc qui a l'accès à la production, au transport et à la distribution, donc c'est difficile un peu de dire, voilà, on veut équilibrer uniquement la partie industrielle. Par contre, si on a des clients qui vont eux-mêmes produire pour une consommation locale, là, on peut parler de l'équilibre. Mais même dans ce cas-là, l'équilibrage va être un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'ils consomment beaucoup de puissance et on sait bien que l'éolien et le solaire n'est pas capable seul de satisfaire à la consommation des grandes machines qui sont dans le secteur industriel. Donc, ils vont toujours avoir recours au réseau électrique, mais au moins, ils vont être capables de minimiser peut-être leur consommation quand le prix de l'électricité il est beaucoup plus cher. Donc, c'est plus le surplus doit être établi au niveau industriel en incluant des ressources locales. Et là, je parle du stockage, je parle de l'éolien, je parle du solaire. Et avec ça, on est capable de réaliser un modèle qui fait en sorte de maximiser les gains de l'industrie, tout en tenant en compte, bien sûr, cette diversité de production et d'échange avec le réseau électrique. Ok, super, merci. Merci. Là, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Là, je propose que, bon, il nous reste à peu près 45 minutes. Je propose que, je ne sais pas de quelle mesure on va avoir encore 30 minutes de présentation et puis on va garder peut-être 15 minutes pour les derniers participants.